Chaque effondrement majeur laisse derrière lui la même fausse croyance à ses débuts, que le chaos est aléatoire. Les gens imaginent le pillage comme des foules irrationnelles brisant des vitres, volant tout ce qui brille, agissant sans logique. L'histoire dit le contraire. Lorsque les systèmes s'effondrent, le comportement humain ne devient pas stupide. Il devient efficace. Dans les 72 premières heures suivant la disparition de l'ordre, le vol suit des schémas aussi prévisibles que la gravité. Les articles ne sont pas pris parce qu'ils sont chers, mais parce qu'ils réduisent le désespoir, prolongent le temps de prise de décision ou transfèrent l'influence d'un groupe à l'autre. C'est pourquoi les produits de luxe pourrissent intacts, tandis que certaines maisons sont discrètement vidées avec précision. L'erreur la plus dangereuse que font les gens intelligents est de supposer que l'invisibilité est synonyme de sécurité. Vous croyez que parce que vous n'êtes pas riche, pas bruyant, pas armé, jusqu'aux dents, vous serez ignoré. Mais le ciblage après l'effondrement ne se soucie pas du statut, il se soucie de la fonction. Tout ce qui permet à un humain de vivre plus longtemps, de se déplacer plus loin, de guérir plus vite ou d'attendre calmement pendant que les autres paniquent devient un atout stratégique. Les atouts stratégiques ne sont jamais ignorés, ils sont identifiés, suivis et saisis. Cette vidéo ne parle pas de ce que vous voulez posséder, elle parle de ce que les autres viendront chercher une fois que les règles ne protégeront plus la propriété. Les 7 éléments qui suivent ne sont pas théoriques. Ils apparaissent dans chaque effondrement, chaque siège, chaque panne de courant prolongée, chaque état défaillant. Certains d'entre eux, vous les avez déjà, certains d'entre eux, vous les sous-estimez. Tous, s'ils sont exposés, vous transforment d'un survivant en une cible. Comprenez ceci maintenant. Après l'effondrement, la survie n'est pas une question d'accumulation, il s'agit de contrôler la visibilité, l'influence et le temps. Et au moment où vous possédez la mauvaise chose de la mauvaise manière, vous entrez dans l'équation de quelqu'un d'autre. Le premier élément qui attire l'attention dans un environnement post-effondrement n'est pas les armes, le carburant ou les médicaments, c'est la nourriture stockée avec une longue durée de conservation, non pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle remplit une fonction qu'aucune autre ressource ne peut remplacer. Elle crée du temps pour attendre, du temps pour observer, du temps pour éviter les décisions désespérées. Dans un système effondré, le temps est la ressource la plus inégalement distribuée et quiconque la possède se sépare discrètement de la majorité qui ne l'a pas. Le stockage de nourriture modifie le comportement avant de modifier les résultats. Un foyer disposant de semaines ou de mois de calories n'a pas besoin de troquer tôt, n'a pas besoin de fouiller quotidiennement et n'a pas besoin de s'exposer aux risques pendant le pic de chaos. Cette différence comportementale est visible. Elle se manifeste dans les habitudes de déchets, les odeurs de cuisine, les routines calmes, tandis que d'autres deviennent erratiques. Les gens croient que cacher des boîtes et des sacs suffit. Ils oublient que la nourriture s'annonce indirectement. Les déchets attirent les animaux attirent l'attention. Les repas réguliers créent une prévisibilité. La prévisibilité crée la suspicion. Historiquement, lors des sièges et des pénuries prolongées, la nourriture n'a jamais été découverte par accident. Elle a été déduite. Les voisins comptaient les jours. Ils observaient qui perdait du poids et qui n'en perdait pas. Ils remarquaient qui avait encore de l'énergie. Lorsque les autres s'affaiblissaient, en cas d'effondrement, l'observation remplace l'application de la loi. Plus la pénurie dure, plus les gens identifient avec précision ceux qui ont des réserves. Il y a une autre idée fausse qui transforme la nourriture en passif. La croyance qu'il s'agit d'un bien personnel. La nourriture à long terme n'est pas consommée en une seule fois. Elle existe dans le temps, ce qui signifie qu'elle invite à un ciblage répété. Une arme peut être volée une fois, le carburant brûle rapidement, la nourriture promet des avantages futurs. Cette promesse motive les visites de retour, la coercition et l'escalade. C'est pourquoi les réserves de nourriture sont souvent prises sans violence au début par la pression, la manipulation ou le partage forcé. Mais une fois identifiées, elles ne sont jamais oubliées. Le principe est simple et impitoyable. Tout ce qui vous permet d'attendre alors que d'autres ne le peuvent pas finira par être pris pour égaliser le temps imparti. L'accès à l'eau propre et la capacité de purification sont ciblés pour une raison que la plupart des gens comprennent mal. En cas d'effondrement, l'eau n'est pas précieuse parce qu'elle vous maintient en vie aujourd'hui. Elle est précieuse parce qu'elle permet à d'autres de contrôler où vous vivrez demain. Au moment où l'eau potable disparaît des systèmes publics,
Chaque source restante devient un point de gravité. Les gens ne errent pas au hasard à la recherche d'eau. Ils gravitent autour de ceux qui en ont. Beaucoup supposent que posséder un filtre ou un purificateur personnel les maintient à l'abri des regards. Cette hypothèse s'effondre rapidement. L'eau est consommée quotidiennement, visiblement et en volume. Contrairement à la nourriture, elle ne peut pas être stockée indéfiniment sans infrastructure. Quiconque n'est pas visiblement malade, déshydraté ou constamment en quête signale quelque chose. La capacité de boire en toute sécurité sans mouvement expose une capacité, pas un objet. Historiquement, les communautés effondrées n'ont pas volé les récipients d'eau en premier. Elles ont saisi les puits, les pompes, les points de traitement et les personnes qui savaient les maintenir en fonctionnement. Le contrôle de l'eau transforme les individus en lieux fixes. Les lieux fixes sont faciles à surveiller, à encercler et à exploiter. Une fois que d'autres dépendent de votre accès, vous ne décidez plus qui vient à vous, ils décident quand revenir. Une autre erreur fatale est de penser que l'eau est un atout humanitaire. Au premier stade, elle peut être partagée. À mesure que la pénurie s'accentue, l'eau devient un levier. Les gens échangent loyauté, travail et silence contre l'accès. À ce stade, quiconque peut purifier l'eau n'est plus un civil. Il est une infrastructure. L'infrastructure n'est jamais autorisée à rester indépendante longtemps. Le danger de la capacité en eau n'est pas le vol, c'est l'attachement. Une fois que les gens associent la survie à votre présence, vous perdez votre mobilité et votre anonymat. Vous devenez un nœud dans la carte de survie de quelqu'un d'autre. La règle opérationnelle est claire. L'eau ne vous rend pas libre après l'effondrement, elle vous rend stationnaire et tout ce qui ne peut pas bouger finit par être contrôlé. Le carburant et l'énergie stockée sont ciblés plus tôt que la plupart des gens ne l'attendent parce qu'ils font quelque chose que l'effondrement ne peut tolérer longtemps. Ils créent une capacité inégale. L'essence, le diesel, les batteries, les générateurs, les panneaux solaires, les onduleurs, ce ne sont pas des commodités, ce sont des multiplicateurs de force. L'énergie permet le mouvement quand d'autres sont piégés, la lumière quand d'autres sont aveugles et la coordination quand d'autres sont isolés. Cette différence ne passe pas inaperçue. Elle est mesurée, discutée et prise en compte. L'hypothèse fatale la plus courante est que l'indépendance énergétique équivaut à la sécurité. En réalité, l'énergie crée des signatures. La lumière fuit la nuit, les sons portent plus loin quand les villes se taisent. Charger des appareils, faire fonctionner des outils, alimenter des radios ou maintenir la réfrigération produisent tous des rythmes qui vous distinguent de l'arrière-plan. L'effondrement supprime le bruit. Tout ce qui continue de bourdonner devient un signal. L'histoire montre que les actifs énergétiques sont rarement volés de manière isolée. Ils sont traqués. Les gens observent qui voyage encore, qui répare l'équipement et qui reste au chaud lorsque les températures chutent. Le stockage de carburant est fini, ce qui le rend prévisible. Les actifs prévisibles attirent la planification. Une fois il faut dire que d'autres calculent combien de temps dure votre énergie. Ils calculent aussi quand la prendre. Ces systèmes solaires sont souvent mal compris comme des solutions invisibles. Ils ne le sont pas. Les panneaux annoncent l'intention. Ils signalent la préparation, la prévoyance et le surplus. 3 traits qui invitent à la confiscation. Lors d'un effondrement prolongé, les groupes organisés ne chassent pas d'abord les armes. Ils chassent la logistique. Les armées sans carburant s'effondrent. Il en va de même pour les quartiers. Un autre danger négligé est la dépendance. Une fois que vous utilisez l'énergie pour aider les autres, charger des téléphones, alimenter des lumières, conserver des médicaments, vous créez une dépendance. La dépendance crée des attentes. L'attente se durcit en droit. Lorsque l'offre ne peut pas répondre à la demande, la force suit. La règle est constante pour tous les échecs. L'énergie visible devient contestée. L'énergie contestée est saisie. Au moment où votre pouvoir étend vos capacités au-delà de la norme, cela raccourcit également le temps avant que quelqu'un ne décide quelle devrait être la sienne. Les fournitures médicales et la capacité de traitement marquent le moment où un survivant cesse d'être considéré comme une personne et commence à être évalué comme un atout. Dans un environnement post-effondrement, les blessures et les maladies n'arrivent pas progressivement, elles explosent, les infections se propagent plus vite, les blessures mineures deviennent mortelles, la douleur devient constante, quiconque peut réduire la souffrance
Arrêter les saignements ou prévenir la mort modifie immédiatement l'équilibre des pouvoirs autour de lui. C'est là que la plupart des gens s'accrochent à des à des mythes réconfortants. Ils croient que les fournitures médicales sont défensives. Ils croient que la guérison crée la bonne volonté. Ils croient que le partage de médicaments procure une protection. L'histoire est impitoyable sur ce point. Dans les sociétés effondrées, les médecins, les paramédicaux et toute personne ayant des capacités de traitement sont rarement laissés seuls. Ils sont absorbés, contrôlés ou éliminés. La guérison n'est pas neutre. Elle décide qui reste productif et qui devient sacrifiable. La médecine fait quelque chose de particulièrement dangereux. Elle interfère avec la sélection naturelle en situation de pénurie. La douleur et la maladie sont censées éliminer les faibles de la compétition. Lorsque vous ignorez ce processus, vous défiez l'ordre émergent. Les groupes réagissent en revendiquant ce pouvoir pour eux-mêmes. Les antibiotiques, les analgésiques, les outils chirurgicaux, même les fournitures de base pour les soins des plaies deviennent des instruments de négociation et de coercition. L'accès est accordé sous condition. La loyauté est exigée, le refus est puni. Il y a aussi un problème de visibilité que la plupart des gens manquent. Les blessures se manifestent d'elles-mêmes. Même la nouvelle se répand vite sur qui peut réparer un bras cassé, suturer une plaie ou arrêter une infection. Vous ne pouvez pas cacher un traitement réussi. Les survivants parlent, les personnes désespérées se souviennent. Plus vous prolongez de vie, plus les regards se tourne vers vous. Finalement, la capacité médicale crée un piège. Vous n'êtes plus libre de partir car les autres ne peuvent pas se permettre de vous perdre. Vous n'êtes plus neutre car le refus de soins devient une menace. Et une fois que les fournitures s'épuisent, quelqu'un décidera qui mérite de vivre plus longtemps. Le principe est brutal mais précis. Le pouvoir de retarder la mort n'est jamais autorisé à rester une propriété personnelle. En cas d'effondrement, la médecine ne vous sauve pas. Elle vous assigne un rôle, que vous l'acceptiez ou non. Les armes et les munitions sont les actifs les plus mal compris dans un monde post-effondrement parce que les gens confondent possession et contrôle. Une arme à feu ne vous rend pas invisible, elle vous rend lisible. Les foyers armés diffusent un message qu'ils dis-moi si t'as les 7 âges, qu'ils le veuillent ou non. La résistance est possible ici. Ce message attire l'attention précisément des personnes que vous souhaitez le moins voir le tester. La croyance populaire est la dissuasion. Qu'une force visible décourage l'agression. En réalité, elle la filtre. Les non préparés vous évitent. Les organisés vous observent. Les groupes ne craignent pas les armes. Ils les inventent rien, ils notent ce que vous portez, comment vous le portez, quand vous vous entraînez, à quelle fréquence vous tirez et à quelle vitesse vous vous réapprovisionnez. Une arme n'est pas jugée par sa présence, mais par sa durabilité. Les munitions sont la véritable cible. Les armes sont durables, les munitions sont finies, quiconque observe le comprend. Une fois vos cartouches épuisées, votre menace s'effondre instantanément. C'est pourquoi les individus armés sont rarement attaqués tôt. Ils sont isolés, surveillés et autorisés à épuiser leurs réserves sur des menaces moindres. Lorsque l'équilibre bascule, la force est appliquée de manière décisive. Les armes accélèrent également l'escalade. Au moment où la force létale entre dans un environnement, la logique de représailles qui prend le dessus. Les conflits qui auraient pu rester transactionnels deviennent existentiels. Vous ne négociez plus pour des ressources, vous négociez pour la survie. Cela réduit vos options et vous enferme dans une posture à risque plus élevée de manière permanente. Un autre coût négligé est l'association. Les personnes armées attirent d'autres personnes cherchant protection. Les personnes cherchant protection attirent les ennemis. Vous héritez de conflits que vous n'avez pas initié. Avec le temps, l'arme cesse d'être un outil et devient un rôle dont vous ne pouvez pas vous défaire. La règle est sans ambiguïté. Les armes ne créent pas la sécurité en cas d'effondrement. Elles créent un projecteur et tout ce qui est sous les projecteurs est finalement testé, encerclé ou pris. Les outils qui permettent la réparation, la production et la fabrication sont ciblés non pas parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils inversent la dégradation. Dans un monde effondré tout tend à la défaillance, les machines tombent en panne, les structures s'affaiblissent, les systèmes pourrissent. La plupart des gens ne peuvent que consommer ce qui reste. Une petite minorité peut restaurer la fonction. Cette minorité devient dangereuse. Clés, équipements de soudage, pièces mécaniques, outils électriques,
électriques, composants de rechange, matériel de fabrication. Ceux-ci ne semblent pas précieux à première vue. Ils ne satisfont pas la faim ou n'arrêtent pas directement la violence, mais ils font quelque chose de bien plus déstabilisant. Ils permettent la continuité, la capacité de réparer un générateur, de renforcer une porte, de réparer un véhicule ou de réutiliser de la ferraille modifie l'équation à long terme. Elle transforme les ruines en atouts. Les sociétés effondrées ne chassent pas les consommateurs, elles chassent les producteurs. Une personne qui peut réparer prolonge la durée de vie de toutes les autres ressources. Le carburant dure plus longtemps lorsque les moteurs sont entretenus, les armes restent fonctionnelles lorsque les pièces peuvent être remplacées. Les abris deviennent permanents lorsque les matériaux peuvent être adaptés, cela crée une dépendance et la dépendance crée une hiérarchie. L'illusion la plus dangereuse est de penser que les outils sont discrets. Ils ne le sont pas. La réparation laisse des preuves. Les choses réparées ressortent dans un paysage de dégradation. Un véhicule fonctionnel parmi des véhicules en panne suscite des questions. Les structures renforcées attirent l'inspection. La fonctionnalité devient un signal. Une fois votre capacité reconnue, le choix disparaît. On vous demandera de réparer des choses, puis on s'y attendra, puis on vous y contraindra. Le refus est interprété comme une hostilité. La conformité vous lie à quiconque contrôle l'accès aux matériaux. Avec le temps, vos outils ne sont plus les vôtres. Ils deviennent une propriété commune imposée par la menace et vous devenez l'opérateur qui leur est attaché. L'histoire répète ce schéma sans relâche. Les forgerons, les mécaniciens, les ingénieurs et les techniciens sont absorbés dans les structures de pouvoir ou dépouillés de leur autonomie. Non pas parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils rendent la violence et le contrôle durable. Le principe directeur est simple. En cas d'effondrement, la capacité à créer de la valeur est plus menaçante que la capacité à détruire, et tout ce qui peut restaurer des systèmes sera saisi pour en construire de nouveaux sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Le dernier élément et le plus ciblé dans un monde post-effondrement n'est pas quelque chose que vous pouvez cacher dans un mur, enterrer ou enfermer derrière de l'acier. C'est le savoir, la compétence et l'être humain qui les porte. C'est le point que la plupart des discussions sur la préparation évitent, car il impose une conclusion inconfortable. Plus vous êtes utile, moins vous êtes libre. Les compétences ne peuvent pas être pillées une fois pour être oubliées. Elles persistent, elles voyagent, elles résolvent des problèmes de manière répétée. Le leadership, la conscience tactique, les connaissances médicales, les capacités d'ingénierie, l'expertise agricole, la discipline organisationnelle, ces traits remodèlent la survie du groupe. Les gens remarquent qui reste calme, qui planifie, qui est écouté par les autres. La valeur s'annonce par le comportement bien avant que les mots ne la confirment. Les sociétés effondrées développent une clarté prédatrice. Les individus très utiles sont rapidement identifiés. On leur offre d'abord une protection, puis une obligation. Lorsque la persuasion échoue, la coercition suit. Le recrutement est rarement volontaire longtemps. Ceux qui refusent de contribuer ne sont pas considérés comme neutres, mais comme inutiles, retenant quelque chose que le groupe estime mériter. Il y a un côté plus sombre, rarement reconnu. Lorsqu'un individu compétent ne peut être contrôlé, il est souvent éliminé. Le savoir menace la hiérarchie. Quelqu'un qui peut survivre indépendamment sape l'obéissance. Dans des environnements régis par la pénurie, cette menace est intolérable. L'élimination devient plus simple que la négociation. La plus grande illusion est de croire que les compétences sont purement un avantage. Elles ne le sont pas. Elles augmentent votre valeur stratégique, ce qui réduit votre autonomie personnelle. Vous n'êtes plus jugé par qui vous êtes, mais par ce que vous permettez aux autres de faire. C'est pourquoi de nombreux survivants ayant de profondes connaissances masquent délibérément leurs compétences, font des erreurs publiquement ou laissent d'autres prendre les devants. En cas d'effondrement, la compétence sans discrétion est une sentence de mort. La règle finale est la plus dure et la plus vraie. Après la chute des systèmes, tout ce qui a de la valeur est contrôlé. Si vous ne pouvez pas cacher l'objet, vous devez cacher le signal. Et quand l'objet, c'est vous, la survie dépend non pas de ce que vous savez, mais du peu que les autres réalisent que vous savez.